Le 22 septembre, l'Aubrac. Je visais le cœur du Massif central, pays des secrets villageois, des écrivains bizarres, des futaies du mystère, des roches magmatiques et des bêtes du diable. Ici, on pouvait effacer ces traces. Il me fallait monter vers le nord, en maintenant l'écart avec la lèvre occidentale de la Margeride, où s'étirait une blessure. L'autoroute méridienne. J'allais plein de confiance, car s'il était une région de France où je pensais trouver des possibilités de chemin noir, c'était là. Mon espérance fut payée de retour sitôt quitté Marvejols. À l'ouest du village s'étendait le plateau de la Chame, quadrillé de murets granitiques, verrouillé de boris. Leur réseau encadrait de minuscules parcelles d'herbage. Très vite, la pluie tomba, et je me perdis dans un labyrinthe dont les minotaures n'étaient que de belles vaches à longs cils. En bien d'autres bocages, sur la plupart des causses, le remembrement avait massacré ces quadrillages. À Entrenat, la propriétaire d'une ferme m'expliqua que le chantier de l'A75, en 1975, en avait emporté les derniers vestiges. Le socle de la Chame subsistait, à l'écart du grand axe. La patronne m'ouvrit la porte de sa grange, où tambourinait la verse. À la lueur de la frontale, je partageai mon pain avec 4 chats maigres qui me remercièrent de mon invitation à dîner en me garantissant une nuit sans souris. Chaque matin, le soleil escaladait une barrière de nuages et peinait à passer la herse. À midi, c'était l'explosion. L'Aubrac, cravaché de rayons, me projetait en souvenir dans les steppes mongoles. C'était une terre rêvée pour les marches d'ivresse. Sur le plateau, je traçais une ligne droite, escaladant les clôtures, honte aux Parisiens, traversant les troupeaux. Parfois, un bloc reposait, seul, au milieu d'un champ ou au sommet d'un mamelon. J'y voyais le dé d'un jeu mégalithique oublié par un géant. Ce n'était qu'un affleurement granitique. Même le velours des vaches captait gracieusement la lumière. Dans l'Aubrac, on regroupait ces bêtes sous une appellation que je croyais réservée au peuple d'Asie centrale et à laquelle je regrettais de ne pas appartenir. Race des grands espaces. Je saluais les fleurs d'Aubrac à gestes éperdus. Le ciel roulait un air de gaz pur, lavé par les pluies de la nuit, premiers essorages de l'automne. Les herbes claquaient, électrocutées de vent. Le soleil tournait, et les rafales, chargées de photons, épluchaient mes idées noires, emportaient les ombres. Je passais les marais, montais sur les puèches et arrivais au village des Bruyères, après des heures dans la soulographie du paysage. Un vieillard à l'œil inquiet, appuyé sur sa canne, s'hébétait au pied d'une croix de granit. Il était défiguré, comme moi, par une paralysie faciale. Et il sembla reconnaître une proximité dans ma disgrâce, car il m'adressa la parole comme si nous étions familiers. Nous devisâmes face à face. « J'ai vécu à Paris, dit-il. J'étais bougnat, chez un Auvergnat qui tenait un bistrot rue Diderot. »« Ah oui, les caves à charbon, dis-je. » L'homme donnait des coups de canne dans la terre à chaque phrase, comme Paul Léotot pendant ses entretiens. « Vlan, vlan. » Puis, j'ai travaillé aux Halles. Je suis rentré ici à la retraite. Mes fils, aujourd'hui, élèvent des vaches. Cela marche pour eux? Je ne crois pas. Vlan, vlan. Mais ils ont raison, car ils sont revenus. À la sortie du village, un panneau indiquait « Danger, milieu rural ». Était-ce pour précautionner l'automobiliste ou pour prévenir le citadin revenu au champ de la difficulté qui l'attendait? Je descendis vers le cours de la Truyère par un versant raide. La retenue des années 1960 avait inondé la vallée et la pièce d'eau exhalait sa clarté métallique. Un pont suspendu reliait les rives et je gagnais Pierrefort à la nuit tombante pour dormir dans une forêt escarpée à l'entrée de la ville. Ce fut une nuit étrange, où je crus 10 fois rouler au bas du versant, une nuit de rêve en pente.
pareille journée me comblait, où j'avais échangé 3 phrases avec un gardien de calvaire, épuisé mes forces sur un plateau de lumière, et n'avais touché le goudron qu'à la nuit tombante. Une journée à verser au crédit de la disparition désirée, antidote contre la servitude volontaire. Le 25 septembre. La Planaise. Quelque chose n'allait plus. Ma mauvaise humeur était née de la lecture du quotidien La Montagne, où n'écrivait plus Alexandre Vialat, devant des tasses de café noir qui réparaient mon insomnie dans le bistrot de Pierrefort. Le numérique est une opportunité pour renforcer l'innovation, disait l'article. Cela commençait mal. Personne ne savait ce que signifiaient des trucs pareils, mais tous les élus de la région applaudissaient. Ils s'étaient réunis en congrès à Murol. Ils préparaient la connexion de leur campagne. Ils mettaient en place le dispositif. Le journal annonçait « Le très haut débit au secours de la ruralité ». Ciel, pensais-je, les voilà sauvés par ceux-là même qui faisaient clore les boutiques. Ceux qui s'installent ici demandent le haut débit avant l'école, expliquait le maire d'un village dans l'interview. Et il se félicitait par contre-coup de l'ouverture prochaine d'un collège tout numérique. Le nom de Mermoz serait donné à l'établissement. Personne n'ajoutait que le demi-dieu de l'aéropostale, qui avait réparé son avion pendant 48 heures sur un Python des Andes avec une clé à molette, n'aurait pas eu grand-chose à carrer du haut débit. Personne n'ajoutait que tendre des écrans entre soi et le monde n'a jamais rien arrangé. Trop de café, trop de journal, trop de promesses d'un monde meilleur, trop de cette mousse acide que les matins font naître dans le clapot des bistrots. Il fallait repartir dissoudre l'amertume à grands battements de pas, et se dire que le haut débit était une solution fort acceptable à condition qu'il se résumât à celui des tonneaux percés d'un coup de hache dans les caves de Bourgogne. Je pestais tout le jour contre le ciel trop bas, où seuls semblaient se plaire les rapaces traquant le campagnol, contre la versatilité des chemins. Construire de savants itinéraires sur la carte pour buter sur des impasses mourant dans les labours me faisait écumer. L'IGN maintenait sur les feuilles les anciens tracés cadastraux accaparés par les paysans. Les propriétaires ne se cachaient plus de prendre leurs aises avec l'administration et d'avaler les chemins dans les confins de leurs parcelles. Sur les pentes qui menaient au col de Prat-de-Bouc, je montrais la carte au fermier, qui machinait sa clôture. « Ce n'est pas un accès privé, dis-je, en lui désignant la trace que je cherchais. Vous ne trouverez pas ces chemins. Ce sont de vieilles cartes. » « Non, c'est l'édition de cette année. »« Ce sont des vieux chemins alors. On les a modifiés. » Je m'arrêtais vers midi au calvaire, à leurs pieds, à leur ombre. Je me livrais à ces exercices d'assouplissement que les kinésithérapeutes appelaient la position du mahométan, consistant à allonger les muscles du dos en se prosternant, assis sur les talons. La densité des croix augmentait en ces plateaux. En ville, les admirateurs de Robespierre appelaient à une extension radicale de la laïcité. Certains avaient milité pour la disparition des crèches de Noël dans les espaces publics. Ces esprits forts me fascinaient. Savaient-ils que les croix coiffaient des centaines de sommets de France, que des calvaires cloutaient des milliers de carrefours? Dans les forêts, dans le creux de certains troncs, au fond des grottes même, des statuettes de saints voisinaient avec les araignées nocturnes. Il arrivait aux alpinistes d'attacher leurs cordes à des vierges de plomb scellées dans le granit pour descendre en rappel du sommet des aiguilles. Par chance, les adorateurs de la raison étaient trop occupés à lire Ravachol pour monter sur les montagnes avec un pied de biche. Si j'affectionnais ces ferblanteries de la foi, ce n'était pas tellement que je crusse dans la fable morose d'un Dieu unique, ni que je regrettasse le pouvoir des curés, mais je n'aimais pas qu'on s'en prenne à ceux qui étaient debout. En outre, parmi tous les symboles inventés par l'homme pour illustrer ses contes, je ne trouvais pas que la croix et les vierges de grand chemin fussent les pires. Il ne fallait pas s'échiner à déraciner les choses si l'on n'avait rien à replanter à la place. C'était un principe que le moindre agent de l'Office national des forêts aurait expliqué savamment à un agnostique.